C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de sujets qui nous concernent. Bonjour à tous. Toutes les 30 secondes, une personne perd la vie à cause d'une hépatite. Ce sont plus de 325 millions de personnes qui vivent dans le monde avec une infection chronique par le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2015. Plus d'1 milliard de personnes sont infectées par une hépatite B ou C. L'hépatite virale a provoqué 1,34 million de décès, un chiffre comparable aux décès dus à la tuberculose et au VIH. Malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues. Elles ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Par conséquent, des millions de personnes sont confrontées au risque d'évolution lente vers une maladie chronique du foie, le cancer ou encore la mort. Comment reconnaître les hépatites? Quels sont les modes de transmission? Qui sont les personnes à risque? Comment prévenir? Et quel traitement en cas d'hépatite? Nous en parlons ce jour avec Dr Abdou Raimi Possou. Il est hépato-gastro-entérologue au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, enseignant à la faculté des sciences de santé à Cotonou. Merci docteur pour votre disponibilité. Merci, Madame la journaliste. Nous recevons également Madame Justine Yara. Vous êtes la vice-présidente de l'Alliance Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite. Vous êtes au Burkina Faso et vous nous parlerez également de votre maladie de l'hépatite B. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Nous avons essayé de connaître ce que quelques citoyens béninois savent de la maladie de l'hépatite. Je vous invite à suivre cet élément témoin et on revient juste après. L'hépatite, je sais que c'est une maladie un peu dangereuse et c'est contagieux et qui n'est pas bon. Il y a l'hépatite virale qui parcourt le rue, dont on entend parler le plus souvent. Mais nous savons aussi qu'il y a des hépatites qui ne sont pas virales, comme l'hépatite alcoolique, les hépatites liées aux médicaments. Les hépatites virales, je crois que les formes les plus fréquentes, c'est B et C. C'est une maladie et je crois que c'est héréditaire. Symptômes, je ne sais pas trop sur les symptômes. Maladie de la foie. Donc au début, la personne ne peut pas sentir qu'il a déjà mal. Et à l'hépatite, seuls les analyses peuvent le prouver. Ça dépend du stade où il est. Au début, il peut avoir des fièvres, des fatigues, des problèmes digestifs. L'hépatite, si ça t'attaque, tu auras les maux de ventre et tout ton corps doit être... Bon, on ne se sent pas bien. Si l'autre a hépatite, maintenant tu manges au même plat que lui, ça peut t'attaquer à toi aussi. Donc c'est la seule chose que je connais de ça. Il y a plusieurs fois de contamination. On peut le contracter par, je crois, par des voies sanguines. Et aussi, je crois, si quelqu'un est contaminé et puis tu utilises les ustensiles de la personne, tu peux aussi être contaminé. Par sueur, par contact physique, sexuel, les fruits, partout. De salive et même par la sueur. Parce que du fait que l'autre a la maladie et elle porte le même habit que toi, bon, on peut attraper la maladie facilement. Je voudrais savoir ce que les spécialistes entendent faire pour réduire convenablement les risques de contamination. Et ceux qui sont déjà contaminés, que faire pour que on leur trouve une solution pour mieux vivre. Retour sur ce plateau, docteur Possou, votre réaction après cet élément? Alors, j'ai noté dans cet élément qu'il y a des connaissances erronées sur des croyances fausses sur les hépatites virales, notamment quand les téléspectateurs, les personnes interrogées disent que les hépatites virales sont héréditaires. Ça, c'est pas vrai. Ça peut se transmettre
l'hépatite B, en l'occurrence, de la mère à l'enfant, mais cela ne veut pas dire que c'est héréditaire. Quand on dit héréditaire, c'est lié à des gènes et c'est transmis de ce fait-là. Mais là, ce n'est pas héréditaire, c'est transmissible de la mère à l'enfant. Par ailleurs, ils ont pu dire que ça se transmettait par les ustensiles, par la salive, par la sueur. Oui. Ceci n'est pas du tout vrai. On va revenir tout au long de l'émission sur des idées fausses qu'il faut déconstruire. Madame Yara, aviez-vous eu une connaissance large de la maladie avant votre diagnostic? Il faut dire que tout est parti de ma grande sœur qui est partie en Hollande pour un stage. Oui. C'est là qu'on a découvert qu'elle a l'hépatite B. Et quand elle est arrivée, moi, ça m'a interpellée parce que moi, je suis technologiste biomédicale et ça me fait plaisir d'être avec les Béninois parce que j'ai fait mes études au CPU. Et c'est là que j'ai commencé à chercher à comprendre vraiment la maladie. Voilà, parce que sur le plan diagnostique, je n'avais pas trop de connaissances et j'ai cherché, je suis partie vers les personnes ressources pour comprendre vraiment du point de vue diagnostique, et voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre en tant que technologiste biomédical, l'interprétation. Et c'est après maintenant que moi-même, je me suis engagée aussi à faire le test. Et toute cette histoire, c'est parti dans les années 2000. C'est en 2009 que moi-même, j'ai eu à faire mon test et j'ai su maintenant que j'avais l'hépatite B. Donc, pendant ces 9 années, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir est-ce que, partie des examens de votre sœur, est-ce que vous auriez pu être malade de l'hépatite également? Non, parce que le problème de l'hépatite, c'est un problème vraiment, comme c'est un mal silencieux. Oui. Donc, on ne se rend pas compte, voilà. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéressait au départ, c'était sur le plan diagnostique, comprendre comment on peut interpréter en tant que technologiste biomédicale. Voilà, c'était ça qui m'intéressait pour enfin me rendre compte que, voilà, c'est une maladie qui tue. Et je me suis engagée maintenant, voilà, à me dépister. D'accord. Vous souffrez de quel type d'hépatite? C'est l'hépatite B. C'est l'hépatite B. Pendant les discussions, dans la préparation de l'émission, vous avez notifié que vous souffrez d'hépatite B inactive. C'est ça? Oui. Docteur, voilà, c'est ça. Oui. Parce que après le diagnostic, voilà, et il y a des examens, voilà, que j'ai eu à faire, voilà, qui fait l'état de mon foie et l'activité de mon foie aussi. Oui. Et il s'est avéré, voilà, que le foie n'avait pas de problème. Et voilà, et je n'avais pas aussi besoin d'être sous traitement. Docteur Kossou, c'est quoi une hépatite inactive? D'accord. Une hépatite B inactive, c'est d'abord une hépatite B chronique. C'est-à-dire que le virus est dans l'organisme depuis plus de 6 mois. Mais qui, sans que ça ait eu de retentissement notable sur le foie. Dans ce cas, quand on fait les analyses de sang, les marqueurs du foie sont tout à fait normaux, notamment ce qu'on appelle les aminotransférases. C'est normal. On voit que quand on dose la quantité du virus, la quantité n'est pas élevée. Le seuil admis est 2000 unités, c'est inférieur à 2000 unités. Et on voit que le virus ne se multiplie pas tellement. Donc, c'est dans ces cas, on parle d'hépatite B inactive, c'est-à-dire le virus est là, mais un peu comme endormi. Donc, il n'y a pas de risque évolutif vers les complications dans ces cas-là. On parle déjà d'hépatite depuis quelques minutes. Docteur, c'est quoi une hépatite? Alors, faut préciser. Une hépatite, c'est une inflammation
au niveau du foie. Et quand on dit inflammation, c'est une souffrance due à un agresseur. Cet agresseur peut être de différents types. Ça peut être un virus. Dans ce cas, on parle d'hépatite virale. C'est les plus fréquentes. Ça peut être l'alcool. Dans ce cas, on va parler d'hépatite alcoolique. Ça peut être un médicament. On va parler d'hépatite médicamenteuse. Ça peut être un agent toxique, les tisanes, les plantes. On va parler d'hépatite toxique. Ou ça peut être une surcharge en graisse qui s'accompagne d'inflammation. Là, on va parler de stéatohépatite. Donc, il y a plusieurs types d'hépatites, mais de tous ces types, les plus fréquents sont les hépatites virales, surtout chez nous en Afrique. Les hépatites B, C, A, E font partie des hépatites virales, c'est ça? Oui. Quand on dit hépatite virale, on parle surtout de 5 types de virus nommés dans l'ordre alphabétique A, B, C, D et E. Voilà, donc, effectivement, hépatite virale, il y en a 5 types, A, B, C, D et E. D'accord. On va parler aujourd'hui spécifiquement des hépatites B et C. Mais Madame Yara, après le diagnostic, quelle a été l'action que vous avez menée? Quand j'ai connu mon statut, oui. Ça m'a amené aussi à encourager ma famille à se faire dépister. Quand on sait qu'il y a une transmission qui peut se faire dans la famille et la transmission mère-enfant, je me suis engagée en tout cas à ce que les gens de ma famille se dépistent. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas d'hépatite dans votre famille? Beaucoup même. D'accord. Beaucoup. Parce que si je prends chez ma mère, voilà, nous sommes 5 enfants et je pense que nous tous, nous sommes contaminés par l'hépatite B. Et il y a 2 qui ont pu éliminer, voilà, l'hépatite. Voilà, sinon, on est 3 maintenant à être porteurs du virus de l'hépatite B dans la famille. Et quand j'ai su ça, bon, c'est ça que j'ai dit, voilà, après les examens, ça a révélé que je n'avais pas besoin de traitement. Voilà, donc jusqu'à présent, je ne suis pas sous traitement, mais je me porte bien à merveille, sans problème. Docteur Kossou, vous avez souligné que l'hépatite B inactive, c'est quand on a la maladie, qu'on n'a pas les symptômes, mais est-ce que ne pas avoir les symptômes veut dire qu'on ne va pas contaminer d'autres personnes? Non. Ne pas avoir les symptômes ne veut pas absolument dire qu'on ne peut pas contaminer, parce que même si le virus ne retentit pas sur l'organisme, n'entraîne pas des souffrances, il est là et en quantité transmissible. Donc le porteur inactif, il n'y a pas de risque évolutif important pour lui-même, mais il y a un risque de transmission à l'entourage et c'est pour ça que son entourage doit se prêter au dépistage et les cas négatifs doivent se faire vacciner pour être protégé de la transmission. Pour l'hépatite B, tout comme pour l'hépatite C, est-ce que le diagnostic est le même? Non. Les moyens de diagnostic sont un prélèvement de sang, c'est un test sur le sang, mais les marqueurs sont différents, parce que c'est 2 virus différents. Pour l'hépatite B, on fait un test qu'on appelle antigène HBS. Ça peut se faire par des tests rapides, avec des bandelettes, ou par des méthodes un peu plus perfectionnées qu'on appelle la sérologie ELISA, voilà, qui est beaucoup plus fiable que les tests rapides. Est-ce que dans les autres cas d'hépatite également, on a besoin de ces tests-là pour savoir? Oui. Pour l'hépatite C, on utilise aussi un test qui consiste à rechercher l'anticorps fabriqué par l'organisme contre le virus de l'hépatite C. Donc les anticorps anti-VHC qui permettent de détecter le virus de l'hépatite C. Ça peut aussi se faire par des tests rapides ou la méthode sérologique ELISA. Il
faut dire que les tests rapides pour l'hépatite B sont beaucoup plus fiables que les tests rapides pour l'hépatite C. Donc, il y a assez de faux positifs pour l'hépatite C avec les tests rapides de l'hépatite C. Et quand le test est positif pour l'hépatite C, ça ne signe pas forcément que le virus est encore là. Donc, on va faire des tests complémentaires dans le cas de l'hépatite C pour rechercher le gène, ce qu'on appelle l'ARN du virus de l'hépatite C, pour être sûr que la personne est vraiment porteuse du virus. Après combien de temps entre la contamination et les signes, on peut véritablement avoir la certitude de la maladie? En général, après 1 mois déjà, on peut détecter la présence du virus. En général, 1 à 2 mois. Il faut dire que nous parlons surtout des hépatites B et C parce que c'est les plus problématiques. Nous avions dit qu'il y a 5 types de virus, mais A, B, C, D et E. Mais depuis, nous sommes focalisés sur le B et le C parce que ce sont les 2 virus qui, une fois dans l'organisme, peuvent persister de façon chronique. Et on dit que l'hépatite est chronique lorsque ces virus-là persistent plus de 6 mois. Et c'est ces formes chroniques qui sont à risque de complications et qui vont détruire le foie, donnant la cirrhose, le cancer et le décès, les décès des malades. Et c'est pour ça que nous parlons surtout des virus B et C. Le A et le E sont très fréquents, mais en général, ça détermine des hépatites aiguës qui guérissent et ne nécessitent en général pas de soins. Quelles sont les causes connues à ce jour à toutes ces hépatites-là? Les causes, c'est les virus en cause. Maintenant, peut-être comment ça se transmet. Pour l'hépatite B, on distingue en gros 4 modes de transmission de la personne malade à la personne saine. La première voie de transmission dans notre contexte africain et béninois, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Et la deuxième voie, c'est la transmission horizontale au sein de la famille. Voilà les 2 principales voies de transmission. On va revenir sur les voies de transmission, le temps de laisser Madame Yara se prononcer. Madame Yara, on sait que les chiffres sont alarmants au niveau mondial. Pour vous qui êtes à la tête d'une alliance de l'Afrique francophone contre les hépatites, quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en face de plus de diagnostics ou plus de malades toujours peu connus? Je dirais que il y a moins de diagnostics plutôt. Parce que selon les rapports de l'OMS, nous sommes, par rapport à la toute première stratégie de lutte contre la stratégie mondiale visant à éliminer les hépatites 2016-2021. Nous sommes en 2021, mais l'état le bilan à mi-parcours de 2020 montre que beaucoup de stratégies ne sont pas atteintes. Et si on prend le diagnostic, sur les 325 millions de personnes infectées par le virus de l'hépatite B et C, nous avons que 20% de ces personnes infectées et 10% plutôt de ces personnes infectées qui connaissent leur statut pour l'hépatite B et 20% pour l'hépatite C. Donc, il reste beaucoup. Il y a 90% de personnes qui ne connaissent pas leur statut par rapport à l'hépatite B qu'il faut chercher. Ils sont dans la nature, qui ne sont pas diagnostiqués. Et qui peut-être transmettre le mal. Docteur Possou, on est au Bénin. Et quelle est la prévalence aujourd'hui? Est-ce que les chiffres évoqués par Madame Yara sont réels au Bénin également?
les prévalences des hépatites virales, c'est vrai qu'on n'a pas de données à l'échelle nationale en population, mais nous avons des données qui relèvent des centres de transfusion sanguine. Et à cet effet, on sait que l'hépatite B touche environ 1 Béninois sur 10, donc 10% environ de la population, et l'hépatite C environ 4% de la population. Ça, c'est des données qui sont déjà quand même un peu anciennes, de 2013. Nous avions fait un dépistage à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite en 2019. Et là, nous avions trouvé qu'il y avait environ 6% des personnes qui s'étaient prêtées au dépistage qui avaient l'hépatite B et 1% qui avaient l'hépatite C. Donc, peut-être que les chiffres sont un peu plus bas que les 10% et 4%. Ça mérite d'être vraiment documenté. Toutefois, sur ces personnes atteintes, donc si on prend 10% et 4%, ça fait environ 1 400 000 Béninois qui seraient touchés par ces deux virus. La proportion qui le savent est très faible. Madame Yara a dit 10% qui le savent pour l'hépatite B et 21% pour l'hépatite C. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais quand on arrive au Bénin, c'est certainement moins, on dirait, à peine 1% des personnes atteintes le savent. Parce que le dépistage n'est pas gratuit et donc les personnes ne s'y prêtent pas et donc ne savent pas s'ils ont la maladie ou pas. Est-ce qu'en consultation, vous recevez beaucoup de malades? Oui, c'est fréquent, Dans notre service, nous sommes un service de référence au CNHU et c'est la première activité de notre service, la prise en charge des hépatites virales. Nous avions fait un travail qui avait montré que 20% des patients qui venaient dans notre service venaient pour un problème d'hépatite. 15% pour l'hépatite B et 5% pour l'hépatite C. D'accord. C'est la principale activité de notre service. Qu'est-ce qui permet de reconnaître un malade d'hépatite? Quand on prend le cas de Madame Yara, où c'est inactive, l'hépatite B inactive, donc toute sa vie, sans avoir fait les examens, elle ne saura jamais qu'elle est malade d'hépatite. C'est le cas dans la majorité des cas, et c'est ce qu'il faut retenir. L'hépatite virale est asymptomatique, c'est-à-dire silencieux. C'est pour ça que nous disons que ce sont des tueurs silencieux. Les personnes atteintes n'ont aucun signe le plus souvent. Dans certains cas, la personne qui a contracté la maladie peut avoir des signes un peu comme dans le paludisme, à savoir la fièvre, des courbatures, une fatigue intense, et des courbatures, et parfois la jaunisse, les yeux qui deviennent jaunes, la paume des mains et la plante des pieds qui deviennent jaunes, les urines sont aussi jaunes, foncées, et des troubles digestifs, nausées, vomissements, qui vont orienter vers l'existence d'une maladie. Et souvent, les gens pensent plus au paludisme, à la fièvre typhoïde, qu'à l'hépatite virale. Donc, on doit y penser plus souvent parce que même devant ces symptômes, des fois, on passe à côté de la maladie. Mais ces symptômes interviennent combien de temps après? L'incubation est variable selon le type de virus, mais en général, c'est entre 1 à 4 mois, 30 à 120 jours pour que les manifestations apparaissent. Que ce soit de type B ou de type... Surtout pour le type B. Pour l'hépatite C, c'est de 15 à 90 jours environ. D'accord. Et comment est-ce qu'on transmet la maladie, pour revenir sur la question de la transmission? Pour la transmission concernant l'hépatite B, le virus de l'hépatite B se transmet donc, comme je le disais, essentiellement de la mère à l'enfant et par voie horizontale au sein de la famille, chez nous au Bénin. Quand on dit la transmission de la mère à l'enfant, c'est que la maman qui a le virus va transmettre à son bébé essentiellement lors de l'accouchement. Cette transmission, c'est rare que ça se produise durant la grossesse même. C'est le jour de l'accouchement, lors des échanges de sang au moment de l'accouchement, de la coupure du cordon et autres, que se produit la transmission au bébé. Plus rarement
la transmission peut survenir un peu après l'accouchement, notamment si la maman a des plaies au niveau du mamelon et tout, et lors des soins de maternelle. Sinon, le plus souvent, c'est au moment de l'accouchement. À côté de cette transmission de la mère à l'enfant, j'ai parlé de la deuxième transmission qui est horizontale, intrafamiliale. Ça a lieu donc, en général dans les 5 premières années de vie chez donc, les enfants. Et c'est pas les plaies au niveau de la peau. Les enfants peuvent avoir des égratignures, des lésions cutanées. Et c'est à travers ces lésions que le virus va rentrer dans l'organisme à partir d'un porteur au sein de la famille. Et l'enfant va être contaminé. Donc voilà les 2 principaux modes de transmission sur lesquels il faut beaucoup insister parce que ces transmissions sont à l'origine du portage du virus chez l'enfant. Or, quand l'enfant contracte le virus, il a 90% de risque de le garder et de devenir porteur chronique. Contrairement à l'adulte, chez qui la persistance du virus pour donner des formes chroniques ne se produit que dans environ 5% des cas. Donc, les formes chroniques sont plus rares quand on contracte le virus à l'âge adulte que lorsqu'on contracte le virus dans l'enfance. À côté de ces 2 modes de transmission qui vont donc générer beaucoup plus de formes chroniques, on a la transmission par voie sexuelle. Et là, ça concerne donc les adultes. C'est la transmission lors des rapports sexuels non protégés, lorsqu'on a de multiples partenariats. De partenaires, oui. Si on est travailleuse de sexe, il y a des risques sur ce plan. Et après la transmission sexuelle, il y a la transmission par voie sanguine qui se fait à partir du sang, donc les transfusions, surtout avant les années, on dit en général 91, parce que avant ces années-là, les poches de sang n'étaient pas testées pour l'hépatite, notamment l'hépatite C et l'hépatite B. Et donc, il y avait plus de risques de la transmission par voie sanguine, par les objets tranchants à travers la scarification, qui est une pratique courante chez nous, les tatouages sur le corps, les piercings, donc, voilà, l'acupuncture. Donc, si on utilise, on partage les objets tranchants au sein de la famille, les coupes ongles, il y a des risques de transmission. Il y a dans l'élément témoin... Pour l'hépatite B. Oui, pour l'hépatite B. Oui. Ok, d'accord. Donc, le mode de transmission est différent qu'on soit dans l'hépatite A, B ou C. Oui, il y a un tout petit peu de nuance entre les 2. D'accord. Quand on prend l'hépatite C, la transmission est essentiellement par voie sanguine. Donc, le risque de transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite C est très, très faible. Sauf si la mère a par ailleurs le VIH. Si elle a à la fois VIH et hépatite C, elle risque de plus transmettre le virus de l'hépatite C à son enfant. Sinon, la transmission mère-enfant de l'hépatite C est très, très rare. De même, la transmission sexuelle de l'hépatite C est vraiment rare. Ça peut se produire lorsque la femme a le virus et qu'elle a des rapports sexuels pendant les menstruations, les règles. Là, ça peut transmettre à son partenaire aussi. Les rapports ont été traumatiques. Sinon, en général, la transmission de l'hépatite C est essentiellement par voie sanguine. Madame Yara, toutes les informations partagées par Dr Possou après votre diagnostic, après les discussions avec des médecins, sûrement qu'on vous a dit tout ça aujourd'hui. Au niveau de l'Alliance, est-ce que les malades viennent avec des informations ou pas du tout d'informations? Je pense que le gros souci, c'est qu'il y a toujours de l'ignorance. Les malades ne sont pas bien informés sur la maladie et aussi il y a la peur. Il y a la peur qui est là. Voilà, je trouve que c'est ça le gros souci parce que tant qu'on n'est pas bien informé sur la maladie et que, voilà, il faut savoir que vraiment, connaître bien la maladie pour mieux se défendre. Voilà, maintenant, si on ne le connaît pas et on est emporté par la peur aussi, ça fait que
voilà, ça, c'est le problème pour vraiment la stigmatisation, la discrimination. Voilà, les gens, en tout cas, je trouve que c'est le manque d'information. La maîtrise de la maladie par les patients, c'est un gros souci quand même. D'accord. Parce que j'ai écouté l'élément où même la population, vous voyez comment ils ont défini l'hépatite, les modes de contamination. Bon, il y a toujours l'ignorance qui est là dans la population, du fait que, voilà, même quand on parle chez les professionnels de la santé, on est bien informé. Quand on va sortir au dehors, voilà, ce qu'on reçoit comme information, c'est différent de ce que le médecin donne comme information. Donc, il faut que les malades même soient disciplinés et puis avoir confiance à ce que leurs médecins, les médecins nous disent quoi. D'accord. Parlant de fausses informations, il y a des informations qui sont revenues plusieurs fois dans l'élément témoin, notamment en rapport avec le partage d'ustensiles. On sait souvent quand on va acheter à manger, les dames mettent les cuillères au feu pour soi-disant éviter les risques de contamination, de propagation de l'hépatite et des hépatites, pardon. Est-ce que c'est efficace? Déjà, est-ce que l'information est vraie et est-ce que la méthode est efficace? Non. En fait, l'hépatite B ou C ne se transmet pas par les aliments, ni par les ustensiles, ni par la salive, ni par la sueur. Donc, prendre soin en lavant, en faisant bouillir, c'est bien contre d'autres infections. D'autres virus, mais pas contre les virus d'hépatite. Il faut vraiment retenir que serrer la main à quelqu'un, embrasser quelqu'un, faire une bise amicale à quelqu'un ne comporte pas de risque d'hépatite. C'est vrai qu'avec Covid-19, on n'a plus le droit de faire ces accolades, mais le faire ne comporte pas de risque pour les hépatites, il faut le savoir. Donc, en faisant bouillir, les ustensiles ne protègent pas contre l'hépatite B ou l'hépatite C. D'accord. Nous allons parler à présent de traitement, mais avant, on retourne à la régie pour suivre un témoignage d'un malade récemment diagnostiqué de l'hépatite C. C'est tout récemment que j'ai fait l'analyse et j'ai eu le résultat. J'étais malade de l'hépatite C. Je n'ai rien même soupçonné, c'est-à-dire je maigris, je n'étais pas dans mon plat. C'était ça. J'ai constaté que j'ai commencé par maigrir, je ne mange plus, manque d'appétit. Et c'est arrivé là-bas que le médecin vous a conseillé l'examen de l'hépatite ou bien c'est vous-même qui avez demandé? J'ai demandé de faire le bilan. Et ça vous a coûté combien? Ça m'a coûté au moins 200 000 pour le bilan. Les médecins ils m'ont envoyé, ils ont prélevé mon instinct pour envoyer en France. Ça fait au moins 3 semaines. Et c'est arrivé dès l'arrivée. Et j'ai amené le résultat chez le docteur. Et le docteur m'a dit de repasser. Et je dois prendre les médicaments. Le médicament, ça coûte les yeux. Vraiment, c'est un peu à la portée des petits boosts. Ils m'ont dit de s'éloigner un peu de l'alcool. Et l'huile aussi. Docteur Kwasu, vous vous êtes senti interpellé par le témoignage. Pourquoi? Oui, ce témoignage est assez intéressant puisque ça pose vraiment le problème des difficultés pour faire le bilan, donc les analyses avant la mise sous traitement et ensuite pour être traité. Tout cela a un coût qui n'est pas négligeable. Effectivement, bon, il a mentionné des signes, le manque d'appétit, il perd du poids. Je n'avais pas signalé ces signes-là dans les signes d'hépatite virale. C'est des signes qu'on peut observer surtout dans les formes
évolué de la maladie, on peut avoir ces signes. Et quand on commence à maigrir, il faut rechercher une complication des hépatites, notamment s'il n'y a pas déjà un nodule sur le foie et tout, qui peut s'observer. Les autres signes qui traduisent des formes compliquées, c'est un gros ventre qui peut s'observer dû à une accumulation d'eau dans le ventre. On appelle ça une ascite, au point où on est obligé des fois de piquer pour sortir l'eau du ventre. Et le foie qui peut grossir et devenir douloureux, ça signe déjà des formes compliquées. Il ne faut pas attendre d'avoir ces manifestations pour diagnostiquer la maladie parce qu'en général, c'est déjà trop tard. Il a dit qu'on avait dû lui faire un prélèvement de sang pour envoyer en France. Effectivement, et ça, c'est pour faire le test. Je vous avais dit, quand on a l'hépatite C, oui. Il faut faire un test complémentaire qu'on appelle la charge virale pour détecter l'ARN du virus, le gène même du virus, pour être sûr qu'il est toujours là avant de mettre sous traitement. Donc, avant, souvent, on envoyait à l'étranger, en France, pour faire ce test-là. Et ça coûte, pour l'hépatite C, dans l'ordre de 70 000 francs CFA. Pour faire ça à l'étranger. Et donc, on a besoin de ça avant de mettre sous traitement. Heureusement, actuellement, ça se fait au Bénin, dans certaines cliniques, okay. Pas encore dans l'hôpital public. Oui, l'hôpital public, grâce au programme de lutte contre l'hépatite, de temps en temps, ils acquièrent des réactifs et on arrive à faire ça gratuitement à certains malades, mais c'est pas une activité continue, c'est pas un moment quand le programme de lutte contre l'hépatite a un peu les moyens, ils achètent les réactifs et occasionnellement on le fait gratuitement aux malades. Sinon, couramment, on envoyait en France, mais maintenant il y a une clinique privée qui peut le faire sur place. Et ça revient moins cher par rapport à envoyer en France. Vous parlez là, vous mettez en évidence la difficulté déjà dès le diagnostic de pouvoir avoir... Mais avec, ça coûte. Avec ça est-ce que vous donnez la possibilité à un citoyen lambda d'avoir envie d'aller se faire... C'est vrai qu'il faut savoir si on a la maladie ou pas, et ce n'est pas fait gratuitement. Pour le moment, c'est pas comme pour le VIH où il y a des centres de dépistage gratuits. Pour le moment, pour l'hépatite, c'est pas encore le cas. Donc, mais il faut faire un effort pour savoir. Maintenant, quand on le sait, pour l'hépatite C, je dois dire quand même que de temps en temps, le programme de lutte contre l'hépatite au Bénin nous aide à traiter par moment gratuitement les malades. Par exemple, l'année dernière, on a pu traiter 150 malades gratuitement grâce au programme de lutte contre l'hépatite. Donc, on constitue en général une liste d'attente pour ces malades détectés pour l'hépatite C et quand le programme de lutte contre l'hépatite en a les moyens, on leur achète les produits pour les aider à être traités. Donc, des efforts se font sur ce plan-là. Et maintenant, pour les malades qui en ont les moyens, ils peuvent acheter eux-mêmes le traitement. Et le traitement a un coût pour l'hépatite C, comme le disait le patient. La boîte du médicament est actuellement au Bénin à 175 000 francs CFA. En tout cas, les 3 mois de traitement reviennent à 525 000 francs CFA. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Madame Yara, dans votre cas et pour les cas signalés dans votre famille, est-ce que vous avez eu de difficultés à faire le diagnostic? Je rappelle que vous êtes au Burkina Faso. Oui. Non, puisque... mes frères et sœurs, voilà, ils ont accepté faire le diagnostic sans problème. Et parmi nous, il y a d'autres qui sont sous traitement, voilà, d'autres ne le sont pas. Donc, ça n'a pas posé de problème parce que... En tout cas, on a interpellé tout le monde et les gens, en tout cas, ont accepté faire le dépistage sans problème. Oui. À part la volonté manifeste de toute la famille, est-ce que vous avez rencontré des difficultés d'ordre logistique, des difficultés financières pour faire les examens? Non, puisque le problème qui est là, comme moi je suis du domaine... Donc, cela a facilité le dépistage.
voilà, de mes frères et sœurs. Sinon, pour faire le dépistage, voilà, comme l'hépatite n'a pas un programme financé, par exemple au Burkina, donc il faut aller payer pour faire le dépistage. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire le test. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Les gens, il y a certains qui ont la volonté de faire le test, mais qui n'arrivent pas à le faire à cause du coût. Ok, d'accord. Et pour les traitements, vu qu'on va parler de traitement à présent, pour ceux qui ont suivi un traitement, vous avez parlé de 2 qui sont à terme de leur traitement et qui sont guéris. Est-ce que le traitement était accessible? Oui, bon, au Burkina, dans notre contexte, le traitement de l'hépatite B est accessible parce que la boîte de médicaments tourne autour de 3 000 francs. 3 000 francs que, voilà, on doit débourser pour chaque mois pour le traitement de l'hépatite B. Voilà. Maintenant, je peux ajouter aussi, voilà, ceux qui sont dans le traitement de l'hépatite C, ils doivent débourser voilà, moins de 300 000 francs pour le traitement de 3 mois. Docteur Possou, c'est tout le contraire au Bénin, c'est plus élevé apparemment. Oui, effectivement. Là, elle a dit pour l'hépatite C, c'est à moins de 500 000, 300 000 francs. Oui. Et pour l'hépatite B, 3 000 francs le mois. Au Bénin, je vous avais dit, actuellement, l'hépatite C, c'est 525 000 francs les 3 mois de traitement. Et pour l'hépatite B, c'est 8 000 francs le mois de traitement. Donc, on est effectivement, c'est plus cher au Bénin qu'au Burkina. Et le traitement, en quoi consiste-t-il? Voilà. Le traitement pour l'hépatite B, il faut dire d'abord que pour l'hépatite B, tout le monde n'a pas besoin de traitement. D'accord. On fait une évaluation pour dire à quel stade la maladie se trouve et si la personne est une porteuse inactive, comme c'est le cas de Madame Yara, il n'y a pas besoin de donner un traitement. On surveille juste la personne, on fait des examens de temps en temps pour voir si ça reste inactif. Il y a certains aussi qui vont avoir le virus avec beaucoup de virus, mais sans que l'organisme en souffre vraiment. On les appelle des immunotolérants. Ceux-là aussi, on ne les traite pas, on surveille. Parce que tant que l'organisme n'a pas déclaré un combat contre le virus, ça n'entraîne pas des dégâts sur le foie et donc il n'y a pas de risque de complications. Sauf si la personne est porteuse immunotolérante, mais d'un certain âge, plus de 30 ans en général, là, on va traiter. Sinon, ce qu'on traite pour l'hépatite B, c'est les malades qui ont une maladie active. Donc, il y a un certain nombre un seuil de virus reconnu et l'élévation des transaminases et l'évaluation du foie qui va montrer que le foie souffre. Voilà autant d'éléments qui vont permettre de dire si la personne a besoin de traitement. Et si c'est le cas, la personne remplit les conditions de traitement. Par exemple, le fait d'avoir aussi un antécédent familial dans la famille, quelqu'un qui est mort de cancer du foie ou de cirrhose, c'est une indication aussi à traiter la personne pour son hépatite B, même s'il était porteur inactif. Et donc, le traitement consiste à donner un comprimé par jour. Le produit, pour le moment, est disponible seulement à la pharmacie du CNHU et la prescription doit être faite par un spécialiste et ça, un comprimé tous les jours pour une durée indéterminée pour l'hépatite B, pour le VIH ou le diabète, l'hypertension artérielle, c'est la même chose, donc c'est un traitement à durée indéterminée. Pas à vie, à durée indéterminée. Oui, parce que on ne peut pas dire à vie pour le moment, parce que les choses évoluent. D'ici à là, si on découvre un nouveau médicament qui permet une guérison rapide, là, on va pouvoir changer. C'est pour ça qu'on dit à durée indéterminée. Donc, le traitement ne permet pas une guérison totale et définitive de l'hépatite B, mais ça permet de le rendre inactif, le virus inactif, pour que ça n'évolue pas vers les complications. Et donc, il faut le prendre tout le temps. Quant à l'hépatite C, c'est un traitement d'en général 3 mois. Et là aussi, en général, c'est un seul comprimé par jour
pendant 3 mois et puis on est guéri définitivement. Donc pour l'hépatite C, la guérison est habituelle. Dans plus de 95% des cas, dès le premier traitement, on guérit le malade en 3 mois. Vous avez parlé de la transmission de la mère à l'enfant. Dans ce cas, quel est le traitement qui est approprié pour éliminer le virus chez l'enfant? Contrairement au VIH, où pour prévenir la transmission mère-enfant, on donne un traitement au bébé, là pour l'hépatite B, on ne donne pas de médicaments au bébé. Par contre, je ne sais pas si c'était prévu qu'on parle des moyens de comment prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Voilà, ça c'est très important. Et effectivement, la transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite B, puisque je vous ai dit, quand ça se produit, cette transmission de la mère à l'enfant, c'est très grave pour le bébé. 90% de chronicité avec des risques de complications telles que le cancer du foie et la cirrhose vers l'âge de 20-30 ans. Et il va mourir. Donc, il faut prévenir ça. Et comment prévenir? C'est d'abord, premièrement, chez la femme enceinte, dès le début de la grossesse, le plus tôt possible, détecter la présence du virus, savoir si dépistage de la femme enceinte pour savoir si elle a l'hépatite B ou pas. Si elle l'a, on va évaluer pour voir si elle nécessite un traitement ou pas. Notamment si elle a beaucoup de virus, là, il y a un risque potentiel de transmettre déjà durant la grossesse. Et donc, on va donner un traitement pour empêcher que la mère transmette ça à son bébé durant la grossesse. Deuxième chose, c'est la vaccination. La vaccination, et il faut que la vaccination là commence chez le nouveau-né le jour de la naissance, dans les 24 premières heures de vie, et même dans les 12 premières heures si possible. Heureusement, cette transmission dans les 24 premières heures de vie est actuellement une réalité au Bénin. C'est gratuit. Depuis octobre 2020, tous les enfants qui naissent au Bénin sont vaccinés dans les 24 premières heures de vie, gratuitement dans les maternités. Et à cela, il faut ajouter après 3 doses supplémentaires pour renforcer la vaccination. Et ce faisant, vacciner le bébé prévient la transmission de la mère à l'enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas Est-ce qu'il y a des cas où la femme n'est pas éligible au traitement? Oui, si la femme est une porteuse inactive comme Madame Yara, il n'y aura pas besoin de lui donner de médicaments, même durant la grossesse. Mais elle va transmettre à l'enfant. Non, là le risque est faible. D'accord. Justement, c'est pour ça qu'on ne donne pas de médicaments. D'accord. Madame Yara, je reviens à vous. Vous avez 2 frères qui ont suivi le traitement. Sinon, que vous êtes nombreux dans la famille à suivre le traitement, et il y en a également qui sont inactifs et qui ne suivent pas de traitement. Est-ce que dans le cas, quel est le traitement qui a été suivi? Est-ce que ce sont des médicaments pour les 2? Parce que vous avez parlé toujours de l'hépatite B. Il y a 2 qui sont guéris. Au bout de combien de temps ils ont été confirmés sains désormais et pas malades de l'hépatite? Et vous ne m'avez pas bien compris. D'accord. J'ai dit dans la famille, nous sommes 5, voilà, il y a 3 actuellement qui ont la maladie, qui font la maladie. Oui. Et les 2 autres là sont guéris naturellement. Ok, d'accord. Ils n'ont pas, ils n'ont pas pris de médicaments, ils sont guéris naturellement. Et actuellement, c'est une seule personne qui est sous traitement. Sous traitement de l'hépatite B. Oui. Voilà. Donc, la guérison naturelle, ça veut dire que ces 2 personnes étaient également des malades inactives. C'est ça? Non. En fait, ça veut dire que ces 2 en question, au moment où on leur a fait les analyses, on a juste constaté qu'ils avaient eu affaire à l'hépatite B par le passé. Ils ont des stigmates d'un contact antérieur avec le virus, mais qui sont guéris. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu la chance. Au moment où ils ont contracté le virus, ils ont réussi à l'éliminer spontanément. Donc, ils font partie des rares qui éliminent le virus lorsqu'ils ont été contaminés dans l'enfance. Donc, il y a des cas où on peut naturellement éliminer le virus. Oui, je vous ai dit, quand on contracte le virus dans l'enfance,
c'est 90% de risque de garder le virus. Donc, il y a 10% qui vont éliminer naturellement le virus. Chez l'adulte, c'est même 95% qui l'éliminent naturellement. Donc, quand on contracte le virus par les rapports sexuels, l'hépatite B, on va en guérir tout seul dans 95% des cas. Une précision, néanmoins, ce n'est pas parce que c'est dit comme ça qu'il ne faut pas aller faire son... C'est important de préciser. Il faut bien sûr se protéger pour ne pas contracter, parce qu'il y a 5% de risque de le garder à vie, mais aussi, il n'y a pas que l'hépatite B qu'on peut contracter par les rapports sexuels. Il y a le VIH, c'est également le VIH. Il y a le VIH surtout, donc il faut... Et la syphilis, il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles, et donc il faut vraiment... faire très attention et faire son dépistage. Madame Yara, est-ce qu'au Burkina Faso, il y a un programme de prise en charge et comment est-ce que ça fonctionne? Je voudrais dire qu'on a déjà élaboré un plan stratégique de lutte contre les hépatites, malheureusement qui n'est pas financé. Donc, je dirais que les patients sont laissés pour compte parce que on doit pouvoir se prendre en charge les examens de bilan initial. C'est nous-mêmes qui payons les bilans de suivi, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui fait vraiment la souffrance des patients ici. Voilà, je sais que notre gouvernement a fait des efforts pour les médicaments. Mais pour arriver aux médicaments, il faut faire les examens. Tout à fait. Donc, il y a la charge virale, il y a le fibroscan, il y a tout ça là qui fait que beaucoup n'arrivent pas, à aller loin dans le processus. Voilà, à faire le suivi comme il se doit. Donc, ça fait des difficultés et ça n'encourage pas aussi les gens à faire leur dépistage. Parce que si tu vas... ceux-là qui ont fait, qui sont connus et qui ont des difficultés à se prendre en charge, ce n'est pas comme dans le cas du VIH où on donne les médicaments gratuitement. Ici, il faut payer les médicaments, il faut faire les examens. Donc, tout ça, ça fait que, souvent, on pense que, on est laissé pour compte, quoi. Les malades se considèrent comme oubliés par les programmes. Est-ce qu'au Bénin, également, il y a un programme? Oui, il existe un programme de lutte contre l'hépatite. Fonctionnel? Oui, ça fonctionne, mais ça n'a pas beaucoup de moyens, effectivement. Ce programme n'est pas... Contrairement au programme de lutte contre le sida, le VIH-sida, qui est soutenu par le Fonds mondial, pareil pour le programme de lutte contre la tuberculose et le paludisme. Oui. Mais pour le programme de lutte contre l'hépatite, pour le moment, il n'y a pas de financement international. Il n'y a pas de partenaires financiers qui soutiennent vraiment ce programme. Et ce qui fait que c'est le budget national qui essaie de trouver un peu de moyens pour le programme. Et pour le moment, ce moyen n'est pas encore suffisant. Je vous ai dit qu'ils ont pu traiter, par exemple, gratuitement certains malades d'hépatite C. Ils ont pu acheter des réactifs pour faire la charge virale gratuitement pour l'hépatite C et aussi pour l'hépatite B pour certains malades. Mais ils sont surtout actuellement d'élaborer des documents pour la prise en charge, de former les professionnels. Voilà, ils sont encore à cette étape-là. Mais pour les malades, je crois qu'ils ne ressentent pas encore vraiment l'effet de ce programme qui a été mis en place, si j'ai bonne mémoire, depuis 2018. Avec ce programme, est-ce qu'aujourd'hui on peut évaluer à peu près la contribution à l'élimination de l'hépatite au Bénin? Sa contribution à l'élimination, bon, je pense que les gens du programme sont mieux placés pour vous dire ce qu'ils ont pu réaliser dans ce sens. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que depuis l'année dernière, on a pu mettre en place la vaccination à la naissance. Et ça, c'est un élément fondamental pour l'élimination du virus de l'hépatite B. Donc, ça, c'est une très bonne chose déjà. Madame Yara, vous êtes la vice-présidente de l'Association Afrique francophone pour l'élimination des hépatites. Quelle est la contribution de l'Alliance? Qu'est-ce que vous apportez concrètement à la lutte?
Il faut dire que c'est que notre contribution, c'est surtout dans le domaine du plaidoyer. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de nos États qui ont fait les plans, soit qui ne sont pas financés ou bien qui sont financés moyennement. Donc, cela porte vraiment un frein à l'élimination des hépatites. Donc, nous faisons beaucoup la sensibilisation et le plaidoyer pour que vraiment les choses changent. Tant qu'il n'y a pas de financement, tant que les programmes ne sont pas financés, c'est difficile que nous puissions avancer. Voilà. D'accord. Docteur Possoui, est-ce qu'il y a un lien entre les hépatites et l'alimentation? Des choses à éviter quand on est malade d'hépatite? J'ai entendu le malade qui a l'hépatite C parler d'alcool, effectivement. Aussi. Effectivement, l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Donc, nous avons l'habitude de l'interdire quand les gens ont l'hépatite virale. Bon, en boire un peu n'est pas totalement interdit, même si nous, on a l'habitude de l'interdire parce que, bon... ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien et quand on s'y met, les gens peuvent facilement dépasser les limites, donc nous, on l'interdit. C'est formellement interdit s'il y a déjà un début de cirrhose du foie. Là, c'est grave de prendre l'alcool. Mais si on a une hépatite non compliquée, bon, boire de temps en temps... Sinon, il n'y a pas de lien indispensable. De corrélation entre l'alimentation et les hépatites? Non, pas vraiment. Toutefois, on conseille une bonne hygiène alimentaire. Il ne faut pas abuser d'aliments gras, d'aliments sucrés pour ne pas créer une surcharge en graisse du foie. Parce que surcharger le foie en graisse est une cause d'inflammation au niveau du foie qui, lorsqu'il y a déjà une hépatite, risque d'aggraver l'évolution de la maladie. Nous allons aller très rapidement avec la prévention. Comment prévenir les hépatites, notamment virales B et C? Voilà. La prévention de l'hépatite B et C passe avant tout par la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et c'est ce que nous avons dit, et surtout pour l'hépatite B, et nous avions dit comment le faire. Pour la transmission horizontale au sein de la famille, il faut le dépistage et les personnes dépistées négatives doivent être vaccinées pour ne pas contracter la maladie. Le vaccin est très efficace, 95% d'efficacité et bien toléré, et donc tout sujet devrait se prêter au dépistage et être vacciné. Concernant la transmission par voie sexuelle, c'est les mêmes moyens que pour la prévention du VIH, donc l'usage de préservatifs, et le dépistage prénuptial, et éviter de prendre des risques, le multipartenariat, voilà. Donc, voilà. Et concernant la transmission par voie sanguine, c'est éviter le partage des objets tranchants, utiliser des aiguilles à usage unique pour les soins, et lutter contre la toxicomanie, parce que la toxicomanie, ils partagent les aiguilles, donc voilà, éviter ça. Donc le dépistage est très important et ça doit se faire aussi bien pour l'hépatite B et pour l'hépatite C. Quand l'hépatite C est dépistée positive, on traite. Mais quand c'est négatif, c'est surtout éviter la transmission par voie sanguine en évitant le partage des objets tranchants, les scarifications avec des lames réutilisées, éviter tout ça. Une personne guérie de l'hépatite peut-elle encore à nouveau faire la maladie? Pour l'hépatite B, une fois qu'on est guéri, la guérison est définitive. D'accord. Quant à l'hépatite C aussi, la guérison est habituellement définitive, mais on peut se recontaminer, notamment si on est usager de drogue, on continue
employer. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Docteur Poissou, je vais vous donner la parole pour conclure sur cette question, parlant des tisanes et de tous les produits qu'on rencontre, dont on fait la publicité contre les hépatites, les produits traditionnels, très rapidement. Ces produits n'ont pas d'efficacité prouvée. Oui. Donc, il faut les éviter. D'accord. Madame Yara, pour conclure très rapidement, merci d'avoir de votre disponibilité, d'avoir participé à cette discussion. Un mot pour les malades des hépatites, oui. Merci, et je demande aux malades vraiment de bien s'informer sur la maladie et se dire que voilà, on peut bien vivre avec l'hépatite sans aucun problème de santé, mais surtout voilà, de se faire surveiller. Merci. Et ceux qui ont aussi l'hépatite, qui prennent des médicaments. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yara. Merci beaucoup à vous pour votre participation à cette discussion. Merci également à vous, docteur Poissou. Je veux finir par cette phrase-là qui résume également le thème de cette édition de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. L'hépatite ne peut plus attendre. Faites-vous dépister, suivez les traitements comme indiqué par les médecins. Prenez également les vaccins qu'il faut, que plus jamais l'hépatite ne passe par vous. Merci à vous pour votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien.